Bonjour à tous et bonjour Bernard. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que c'est le troisième podcast de la série Débat communiste qu'on propose avec le Médiano Révolution. Je vais te présenter rapidement. Beaucoup de personnes te connaissent, mais je fais quand même une rapide présentation. Tu es sociologue et économiste. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages, notamment consacrés au régime général de sécurité sociale et à sa dimension révolutionnaire. Oui. L'enjeu des retraites en 2010 est réactualisé en 2019 au rythme des contre-réformes des retraites contre lesquelles on a été amené à lutter. L'enjeu du salaire en 2012. Et puis, militant communiste, tu as aussi exploré la question communiste avec, par exemple, En travail, conversation sur le communisme, coécrit en 2021 avec Frédéric Lordon, et Le communisme qui vient, coécrit avec Bernard Vasseur. Donc, Le tout à la dispute, comme éditeur. Oui. donc, ça nous intéressait d'avoir ton avis sur une série de questions, mais d'abord, avant de commencer, tu fais partie quand même des intellectuels, aux côtés de nombreux autres, qui ont participé à remettre au goût du jour dans le débat public, sur Internet, dans les syndicats aussi parfois, le mot de communisme. Selon toi, c'est quoi aujourd'hui la responsabilité des intellectuels communistes dans la période dans laquelle on vit ? C'est précisément tel que je la vois pour le moment, ça peut bouger, mais c'est de faire déplacer la culture militante de la gauche de gauche, on va dire, ou des syndicats de classe, du socialisme vers le communisme. Je pense qu'il y a une orientation socialiste très majoritaire, y compris au Parti communiste, dans notre tradition militante, notre culture militante, ce qui est un obstacle au communisme. Le socialisme n'est pas une voie de passage vers le communisme, mais c'est un adversaire du communisme, et donc il faut se débarrasser de ces reliquats socialistes. Ça nous intéresse, tu viens de parler du Parti communiste, et ça nous intéresse beaucoup d'échanger avec toi dans le cadre de l'effort qu'on essaie de fournir pour essayer de proposer une autre voie au Parti communiste, puisque le congrès du PCF va avoir lieu début juillet, donc les débats commencent dès maintenant. On a essayé de publier le plus rapidement possible une proposition de texte d'orientation pour dire aux communistes, voilà, on propose quelque chose, c'est inabouti, il y a plein de choses qu'il faut améliorer, etc. Mais on essaie de proposer une petite base pour essayer de faire autre chose, autrement, conserver le meilleur de ce qu'on fait, mais dépasser des limites qui sont maintenant devenues assez étouffantes. Donc on a publié un texte qui s'appelle « Nous voulons le communisme partout », qui est sur Internet, communismepartout.fr. Tu as bien voulu appuyer cette démarche et on t'en remercie. Et j'aurais voulu savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que tu penses que cette démarche a un intérêt ? Parce que de toute façon, le congrès du Parti communiste doit être l'occasion d'un débat. Et pour qu'il y ait débat, encore faut-il qu'éventuellement il y ait plusieurs textes qui soient mis en débat. Et encore une fois, ce qui m'intéresse dans le texte Communisme partout, c'est que ce qui est proposé, c'est pas une mise en cause de la direction du parti, etc., etc. C'est pas le problème à mon sens. C'est des propositions. Alors, ça, c'est fondamental. Des propositions sur le fonctionnement même du parti, sur son rôle, sur sa situation parmi des tas d'autres lieux révolutionnaires dans le pays. Le Parti communiste n'a pas l'exclusivité de la révolution. C'est un parti plutôt en déclin, j'ai à peu près la moyenne d'âge de ma section, etc. Donc, c'est la culture militante du parti qu'il faut interroger, et je crois que ce texte le fait avec ses limites, mais donc j'appuie totalement une telle démarche, bien sûr. Oui. On va en parler des limites. Ça nous semble extrêmement important parce que
ce qu'on veut essayer de faire aussi, c'est vraiment de réhabiliter le débat contradictoire, de sortir de plusieurs écueils qu'il y a beaucoup dans la culture militante, pas que au Parti communiste d'ailleurs. Le premier écueil, c'est de mettre en scène des accords de façade, c'est-à-dire on est d'accord entre nous, on fait des textes qui veulent rien dire, parce que comme ça, on est d'accord sur rien, mais donc on est d'accord pour ne rien dire. Et l'autre écueil, c'est des espèces de d'oukases et d'excommunication permanente. Et donc, nous, on voudrait essayer de réhabiliter le fait que on peut être en désaccord et être vraiment en désaccord et l'exprimer vraiment, tout en se disant qu'on n'est pas des ennemis pour autant, on partage un certain nombre d'objectifs communs et que du coup, on peut, et que c'est le débat contradictoire qui va permettre d'avancer. Et la polémique, respectueuse autant que possible, et la polémique. Mais juste avant de parler peut-être du coup des désaccords que tu aurais avec le texte ou des points sur lesquels tu penses qu'il faudrait l'améliorer, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur la question de la culture militante plus généralement. Pour faire simple, le débat sur la position des communistes, il s'est beaucoup centré médiatiquement sur Fabien Roussel, à travers les positions médiatiques qu'il a prises, à travers des éléments stratégiques, à travers sa candidature à la présidentielle. Si je comprends bien ce que tu évoques là, et ce que tu disais au début sur la responsabilité des intellectuels communistes, c'est qu'au fond, le problème n'est pas Roussel, ou en tout cas, le problème est bien plus vaste que simplement l'individu Roussel. Est-ce que je... Ah oui, ça c'est tout à fait évident. Hein. Je pense que toute préparation du Congrès et tout texte préparatoire au Congrès qui serait marqué par une opposition à la direction actuelle est une erreur. Hein. C'est une erreur d'une part parce que heureusement, hein, notre parti n'a pas de tradition de combat de chef avec des lignes directrices différentes, des tendances, enfin, etc. On a eu un souci de fraternité et d'homogénéité dans nos prises de décision. Et tout ce qui attaquerait la direction va susciter un réflexe légitimiste et finalement la conforter. Donc je pense que c'est absolument contre-productif de s'attaquer à la direction. Et puis surtout parce que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Encore une fois, je ne prétends pas du tout être dans le vrai. Hein. J'essaye de dire ce que je vis à la fois par 50 ans plus de 55 ans de militance communiste, et puis au Parti communiste, et puis à partir de ma recherche, de mon travail de chercheur. Nous sommes socialistes, c'est bien le problème. Notre parti est socialiste, c'est pas du tout un parti communiste. Hein. C'est un parti qui pose le communisme pour après-demain. Hein, mais il faut déjà une étape socialiste. Et c'est cette étape socialiste qui définit notre programme, un programme par en haut, avec un bon État qui va faire une bonne politique fiscale, qui va nationaliser les banques, qui va créer du plein emploi, qui va remplacer les entreprises privées par les entreprises publiques. Tout ça, c'est un programme socialiste qui n'a rien de communiste. Ça, si je peux me faire entendre sur ce point, et si on peut faire bouger la pratique militante vers le passage enfin au communisme dans notre pratique militante, ma foi, ce podcast serait utile. C'est-à-dire que, en gros, tu considères que le programme, d'ailleurs, on pourrait élargir au-delà de la question du seul Parti communiste. Hein. C'est quand même la conception que tu évoques et dont on est tous. Enfin, moi, j'estime que je suis assez marqué par ces conceptions-là aussi. Hein. On est tous. C'est une conception dans laquelle, il faut se présenter aux élections, il faut arriver à la tête de l'État, et il faut, dans le respect des rapports de force qui sont liés au fait que c'est les patrons qui commandent dans ce pays, il faut essayer de... Alors,
certains diraient, par exemple, en ce moment, il y a Lionel Jospin qui vient de décéder, donc il y a beaucoup de retours sur la gauche plurielle, donc essayer de répartir, entre guillemets, les fruits de la croissance. Il y a certains qui proposent ça, par exemple, et donc de faire des politiques qui vont améliorer un petit peu, ou de réduire un peu la misère. Et donc, si je comprends bien, la critique que tu fais, c'est que même en tant que parti communiste, on s'inscrit davantage dans cette perspective-là que sur une perspective visant à s'appuyer sur ceux qui, dans la société, pourraient prendre le pouvoir dans leur quotidien, sur leur travail. Et donc, c'est ça, en gros, c'est une inversion sur le communisme, c'est la prise de pouvoir dans la société et dans l'État, mais enfin, c'est la prise du pouvoir réel, contrairement à une démarche d'accès au sommet du pouvoir d'État de manière à négocier avec les tenants du pouvoir réel. Je ne sais pas si je l'exprime. Le pouvoir réel, c'est le pouvoir sur le travail, précisément. Le lieu du pouvoir réel, c'est le pouvoir sur le travail. Et ça, c'est ce que, avec Bernard Vasseur, vraiment, sur quoi nous insistons dans Le communisme qui vient, le bouquin auquel tu as fait allusion. L'apport de Marx, c'est pas simplement que le mode de production capitaliste est un mode de production dans lequel une classe dominante exploite une classe dominée. Ça, toutes les sociétés de classe connaissent l'exploitation du travail, c'est-à-dire la ponction d'une partie de la valeur produite par les travailleurs par une classe dirigeante, que ce soit les seigneurs féodaux ou les familles sacerdotales, selon le type de société dans laquelle on est engagé. Ce qui est le propre du capitalisme, c'est que la classe dirigeante ne se contente pas d'exploiter le travail. Ça ne lui suffit pas. Produire de la valeur pour la valeur, comme on le fait dans le capitalisme, dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit, mais pour accumuler du capital, ça suppose que la classe dirigeante prenne en main le travail lui-même. Et que le travail n'est pas simplement exploité, il est aliéné. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons, nous sommes dépossédés du travail. Les paysans dans la féodalité n'étaient pas dépossédés de leur travail. Le seigneur leur en pique une partie, mais ils restent maîtres de leur travail. Nous, c'est fini. Dans le capitalisme, et avec l'IA, où jusqu'à nos affects sont instrumentés, nous ne maîtrisons pas le travail. Et ce que dit Marx, c'est que le lieu du politique, le lieu de la politique, c'est cette maîtrise du travail. La classe dirigeante, elle est dirigeante non pas parce qu'elle maîtrise l'argent, elle est dirigeante parce qu'elle maîtrise le travail et son contenu lui-même. Et du coup, et c'est ça la bonne nouvelle que Marx, sur laquelle il insiste, mais du coup, nous avons une puissance énorme, puisque c'est nous qui faisons ce boulot. Donc, dès lors que nous refusons de faire le travail dans la façon dont la classe dirigeante l'organise, dès lors que nous conquérons notre propre pratique du travail, alors nous avons le pouvoir. Et c'est ce lieu-là du pouvoir qui est encore absent du texte de nos révolutions et qui est totalement absent de notre culture militante. Ça, notre culture militante, elle reste marquée par ce que Marx appelle le crétinisme parlementaire. Le crétinisme parlementaire, c'est pas du tout le fait que les parlementaires sont des crétins, absolument pas. Le crétinisme parlementaire, c'est le fait de penser que c'est la prise du pouvoir dans la sphère politique, l'exécutif, le Parlement, qui est le cœur de la prise du pouvoir dans le capitalisme. Je dis pas du tout, pas du tout. Le cœur de la prise du pouvoir dans le capitalisme, c'est la prise du pouvoir contre le despotisme d'entreprise, c'est là qu'est le despotisme de fabrique, c'est là qu'est le lieu du pouvoir, c'est de prendre le pouvoir sur les lieux de travail, que ce soit des services publics ou que ce soit des entreprises privées. C'est là le cœur de la prise de pouvoir, et c'est le rôle d'un parti communiste, c'est évidemment de contribuer à l'organisation de cette prise de pouvoir sur le travail.
Et tout notre programme est socialiste. Il ne s'agit pas du tout de prendre le pouvoir sur le travail. Il s'agit de prendre le pouvoir par effectivement une victoire électorale qui nous amène à la direction de l'exécutif, à la direction de l'appareil d'État. Et puis, avec ça, on va faire par en haut, encore une fois, une bonne politique, etc., mais dans lequel les travailleurs seront toujours dépossédés de leur puissance. Dans l'entreprise publique, la responsabilité des travailleurs, elle est aussi nulle qu'une entreprise privée, ou à peu près. Avec du crédit public, les travailleurs continuent à être dépendants de prêteurs. Ah, mais c'est des prêteurs publics, donc pas du tout. Le fait que ce soit des prêteurs publics nous laisse quand même aliénés au fait qu'il y a nous sommes endettés avant même de commencer à travailler. Remplacer le marché par la planification, ça veut dire qu'il y a des sachants qui planifient à notre place. Il y a un parti d'avant-garde, voilà, l'avant-garde, cette prétention à être l'avant-garde. Tout ça, nous sommes dans le surplomb, nous sommes à côté de nos pompes, nous sommes socialistes. Arrêtons d'être socialistes, c'est ça le point. Devenons communistes, c'est-à-dire par en bas, par la prise de pouvoir sur le travail par en bas. Alors, la manière dont on l'a traité un peu dans le texte, c'est vrai qu'on évoque un peu on va dire la démocratie économique, la démocratie un petit peu. On a eu d'ailleurs ça m'intéresse ce retour-là parce qu'on a eu aussi des retours de syndicalistes et d'ailleurs qui sont en train de bosser, je crois, aussi des propositions d'amendement sur voilà, comment on peut faire très concrètement, y compris sur le contenu du travail. Et c'est sûr que ça, c'est un sujet important puisqu'on voit à quel point il y a quand même la question, le capitalisme, c'est pas juste un mode d'organisation de la production, il emporte aussi avec lui un contenu quand même. Et d'ailleurs, c'est tout le débat entre tous les débats autour de la décroissance, autour de la décroissance ou de ce genre de choses. Ça dit quand même, parce qu'il n'y a pas les gens qui sont pour la décroissance dans l'absolu, tout doit décroître, et les gens qui sont pour l'augmentation de la production, quoi qu'on produise. Il y a quand même des débats sur certaines choses qu'il faut peut-être arrêter de faire parce que ça ne sert à rien, et ça n'existe que parce que le capitalisme, comme tu dis, comme tu as dit tout à l'heure, ne se soucie pas de l'utilité sociale de ce qui est produit. Et il y a d'autres choses qu'il va falloir faire croître, probablement. Donc ça, c'est un point intéressant. Et voilà, on va avoir ce débat, je pense, avec aussi des syndicalistes pour améliorer le texte. Après, sur la question de la prise de pouvoir, il y a un ou deux passages où on essaie de traiter les choses, disons, de la manière suivante. On pose la question électorale et la question de la prise du pouvoir d'État en disant, je crois qu'il y a un passage où on dit on veut prendre les classes dominantes entre le marteau du pouvoir d'État et l'enclume des mouvements populaires, ou quelque chose comme ça. Alors bon, ça c'est une belle phrase, on va dire. Après, dans la réalité, je pense que les choses sont infiniment plus compliquées. La réalité, c'est toujours plus compliqué. Mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses qu'il y a une fenêtre ? C'est-à-dire, s'il y a une possibilité d'accéder à des fonctions d'État, est-ce qu'il faut essayer de s'en saisir ? Et pour faire quoi, du coup ? Est-ce que tu penses qu'il y a une stratégie qui peut conjuguer les deux approches, c'est-à-dire obtenir pousser une appropriation comme ce que tu as pu décrire dans tes travaux pour les caisses de sécurité sociale, où il y a eu quand même un mouvement populaire très important. Pour le coup, c'est pas juste des débats parlementaires qui, par décret comme ça, sur un bout de papier, ont créé le régime général. Mais voilà, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui ? Est-ce que tu entrevois une possibilité aujourd'hui de pousser une stratégie de prise de pouvoir sur le travail par en bas, comme tu dis, aidé par des leviers au plus haut niveau qui soit désorganisent la répression, soit essaient de
Ouais, d'aider en gros, d'aider par en haut une stratégie qui serait avant tout poussée par en bas. D'abord, avant de répondre à ta question, tu as fait allusion au début de ton intervention sur les questions écologiques qui sont absentes du texte, hein, pratiquement. Il y a une phrase peut-être, mais c'est tout. Là, on est toujours dans le socialisme, hein, et avec un petit décorum en faisant attention aux questions écologiques. Mais enfin, c'est pas du tout le cœur du propos, alors que ça doit le devenir le cœur du propos. Changer le travail, enfin, prendre la direction du travail, c'est pour le changer, hein, et le changer de l'impasse écologique et anthropologique dans laquelle nous sommes. Donc la question du changement du contenu du travail, c'est au cœur d'une démarche communiste, hein, et pas du texte. Donc ça, c'est quand même un vrai problème, hein. Mais ça montre combien ce texte reste marqué, hein, par notre culture dominante, qui est une culture socialiste. Alors, sur le point de l'articulation des mouvements sociaux et de la prise du pouvoir d'État, bien sûr, hein, qu'il faut absolument faire converger toutes les initiatives communistes qui existent dans ce pays. Il y en a des quantités, hein, et c'est bien que le texte prennent acte du fait que le communisme, il est partout, en fait. Un petit peu au Parti communiste, mais beaucoup ailleurs. Et donc, notre parti, surtout un parti aussi en rétraction, comme l'est le nôtre, d'accord ? Et pas d'abord parce que sa direction ne serait pas à la hauteur. Non, c'est une réalité structurelle d'un parti qui est un parti en régression, hein. Évidemment que nous ne pourrons retrouver une dynamique que dans l'articulation permanente avec tout le communisme qui est en train de s'exprimer dans le pays. Je pense, je sais pas, prenons tous ces dissidents qui ne veulent pas produire de merde pour le capital. Il y en a vraiment de très nombreux maintenant qui s'organisent pour produire de façon alternative. Prenons les soulèvements de la terre. Enfin, il y a toute une effervescence communiste dans ce pays, et notre parti doit participer sans rôle de direction. Tout ça est un peu une illusion, hein. Mais enfin s'inscrire dans tout cela, hein, et reconnaître que nous sommes du communisme parmi bien d'autres manifestations du communisme dans le pays. Et alors, comment faire monter en puissance macroéconomique, macro-sociale, toute cette effervescence? Ça, c'est effectivement le rôle d'un parti, hein, comme vous le dites très bien dans le texte, hein, mais pour moi, et donc du coup, la victoire électorale reste à l'ordre du jour, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout de l'abandonner, pas du tout. Mais elle n'a de sens. Enfin, puis on le sait, on a quand même l'expérience des échecs de la victoire de la gauche, aussi bien en 81 qu'en 97, qu'en 2012. Tout ça a au contraire préparé une immense désillusion populaire vis-à-vis de la gauche, que nous payons extrêmement lourdement aujourd'hui. Donc ces victoires électorales, c'est du pipeau, hein, ça ne sert à rien, et c'est même contre-productif si ça n'est pas préparé, si ça n'est pas au service d'eux, si ça n'est pas porté par une prise de pouvoir sur le travail, dans les entreprises, dans les services publics. Donc la prise de pouvoir d'État, c'est d'abord la prise de pouvoir sur le travail dans l'État. C'est déjà ça. Nous avons comme fonctionnaire un statut qui, utilisé collectivement, c'est un déjà-là communiste, hein, que ce salaire à la personne et non pas au contrat de travail. S'il est utilisé collectivement, il est écrit pour ça, au demeurant, hein, pour que les fonctionnaires puissent refuser
des ordres qu'ils estiment non conformes à l'intérêt collectif. Bon, soyons à la hauteur de notre statut collectivement. Je dis nous parce que je suis fonctionnaire d'État. La prise de pouvoir sur le travail dans l'État, c'est-à-dire le fait que les profs décident du contenu des programmes à l'échelle nationale, c'est-à-dire que les inspecteurs du travail décident de ce que va faire l'inspection du travail, c'est-à-dire que les personnes engagées dans la gestion des routes et des voies ferrées décident contre l'appareil d'État de ce qui va être décidé en matière de choix entre route et rail. Enfin, tout ça, c'est de la responsabilité des fonctionnaires avec les usagers. C'est ça, entrer enfin en communisme. Hein. C'est pas pour après-demain le communisme, c'est pour aujourd'hui le fait que nous prenions la main sur le contenu même du travail contre l'appareil d'État si on est par exemple fonctionnaire. Or, c'est ce qui a été fait pendant les 20 ans de gestion du régime général par les travailleurs eux-mêmes. Alors, c'était pas une gestion entièrement par les travailleurs, loin de là, hein, mais il y a eu un recul de l'appareil d'État formidable dans la gestion de ce qui était au départ à peu près l'équivalent de la moitié du budget de l'État en 1946, le régime général, et puis ce qui, dans les années 60, lorsque De Gaulle supprime la gestion ouvrière, représentait 1,5 fois le budget de l'État, où nous avions une participation des citoyens, hein, de salariés élus, hein, à la gestion d'une fonction collective ayant force de loi, ce qu'on appelle l'État, hein. Donc, bien, une prise de pouvoir sur le travail dans l'État. C'est ça, la prise de pouvoir d'État. Toute victoire électorale qui n'est pas fondée sur ça, c'est une illusion. Ce que tu dis me fait penser à plusieurs titres, d'ailleurs, à un article très intéressant qu'on avait publié il y a un certain temps maintenant sur nos révolutions, de Anna Bensussan, qui est une chercheuse qui travaille sur les questions de la planification. Et son article posait la question, est-ce que la planification, c'est un concept en gros complètement dépassé, ou est-ce que c'est la condition d'une autre société ? Et donc ce que tu dis m'y fait penser à deux titres. Le premier, c'est qu'elle parle elle se réfère à l'expérience chilienne et ce qu'avait essayé de faire Allende, il y avait le Cybersyn, je crois ça s'appelait. C'était un système, je crois, hein, je vais probablement dire des bêtises parce que je ne suis pas un spécialiste. C'était un système informatisé, il me semble, où ils essayaient de faire pièce au fait que le patronat essayait de saccager l'économie et était vraiment en résistance contre la politique d'Allende. Et donc, ils essayaient de retrouver des moyens de coordination entre les secteurs économiques pour faire pièce à cette politique-là. Et donc, ça me fait penser à ce que tu dis sur parce qu'il y a la prise du pouvoir, effectivement, sur le travail de l'État. Ce que tu dis, on a vu d'ailleurs parfois des corps de hauts fonctionnaires où une gauche de transformation arrive au pouvoir, se mettent en résistance active contre les politiques de transformation, c'est-à-dire contre les gens qui ont été élus. Mais il y a aussi, effectivement, la prise du pouvoir sur le travail, même dans le champ aujourd'hui privé. Parce que si le patronat décide... Mettons même modérément de gauche arrivé au pouvoir, la capacité du patronat à immédiatement, très rapidement en tout cas, bloquer un certain nombre de flux, faire une espèce de grève patronale, mais du coup de désorganiser complètement l'économie pour mettre en difficulté, pour bloquer le changement populaire. Et dans cet article, elle évoque aussi le fait, et c'était la question que je voulais te poser, elle évoque la nécessaire coordination, c'est-à-dire qu'elle essaie j'espère que je traduis bien sa pensée, hein, mais elle essaie de réconcilier la question de la planification à l'échelle d'un pays et même peut-être international, c'est-à-dire se donner des grands objectifs, dire, je ne sais pas, on va éradiquer la pauvreté, on va produire du coup tant de telle quantité de produits, etc. Et la question de
la maîtrise par les producteurs sur leur travail dans un secteur économique donné. Et donc, elle imagine comment ça pourrait se passer pour qu'à la fois les travailleurs de telle usine maîtrisent ce qu'ils ont envie de faire et que ça s'inscrive en même temps dans une direction plus large, pour remplacer à une échelle, du coup, d'une manière communiste, ce qui aujourd'hui est assumé d'une manière complètement chaotique par le marché, finalement. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de cet enjeu-là, de la coordination. Mais bien sûr, hein. Bon, je ne suis pas non plus un spécialiste des questions de la planification, loin de là. Mais il est clair que remplacer le marché par une planification venue d'en haut, hein, par un parti d'avant-garde, par des sachants, par des savants, par des techniciens qui savent, qui ont la science de ce que doit être l'activité, c'est pas un progrès, hein, c'est clair. Ça s'est pas révélé un progrès du tout dans les États socialistes, hein. Les États socialistes ont été absolument catastrophiques quant à la souveraineté des travailleurs sur le contenu du travail, et catastrophiques quant à l'objet même du travail, hein. Les effets écologiques et anthropologiques de la production dans les États socialistes sont aussi désastreux que dans les États capitalistes. Encore une fois, le socialisme, c'est pas une variante du capitalisme, mais c'est le contraire du capitalisme, on va dire, si on s'exprime en termes de contradiction de la contradiction comme communisme, et puis contradiction comme socialisme. Encore une fois, là où il y a du crédit privé, on va mettre du crédit public. Là où il y a des entreprises privées, on va mettre des entreprises publiques. Là où il y a du chômage, on va mettre du plein emploi. Là où il y a du marché, on va mettre de la planification. Mais ce sera toujours par des sachants, par un parti d'avant-garde, par un surplomb, hein, qui laisse les travailleurs dans le même impuissance et qui laisse l'objet même du travail dans la même folie, aussi bien écologique qu'anthropologique, parce que, comme l'a très bien montré Jacques Bidet, hein, je pense qu'il faut vraiment s'inspirer aussi des travaux de Jacques Bidet, hein, qui montre On avait comment, fait une émission avec lui, je crois, il y a un certain temps. ben oui, comment la classe dirigeante a deux segments, en réalité, hein. Le segment proprement capitaliste, dont l'objet, la finalité, c'est le profit. Et puis, il y a un segment, il appelle les compétents, hein, qui sont du côté des hauts fonctionnaires, du côté d'un certain nombre de chercheurs qui ont mis la recherche au service de la puissance, hein. Là, c'est la puissance qui est recherchée. Que ce soit le profit ou la puissance, ces deux segments de la classe dirigeante, et disons que les compétents vont être plutôt à gauche, on va dire. Enfin, certains sont à droite, à la haute fonction publique, tu en parlais, bien sûr. Mais c'est les gens de gauche, on va les trouver chez les compétents, disons. Ces deux segments de la classe dirigeante, en fait, font système, hein. Et on peut peut-être éventuellement, de temps en temps, s'appuyer sur le segment des compétents. Mais en réalité, que ce soit le profit ou la puissance qui soit le mobile de l'organisation du travail, dans les deux cas, du point de vue écologique et du point de vue anthropologique, les résultats sont désastreux. Donc, il faut vraiment maintenant passer au communisme, hein. Ça ne peut être que par en bas, que les travailleurs s'emparent du travail, et évidemment que par en bas, des assemblées décident de ce qu'il est raisonnable de produire, décident de l'inscription de notre production dans la répartition internationale des travaux, décident de la création monétaire nécessaire pour avancer la monnaie qu'il faut pour la production, enfin, etc. Tout ça, c'est le communisme à l'échelle macroéconomique, hein. Nous ne sommes pas que dans le micro, à l'échelle macroéconomique, où la décision d'implanter telle entreprise sur tel territoire se substitue à la planification par en haut. Il y a bien une planification, mais elle est par en bas, pas par en haut. Et est-ce que tu ne penses pas que un des obstacles quand même qu'on rencontre,
c'est ce que des décennies et des décennies de capitalisme ont installé dans les consciences comme réflexe délégataire parfois. C'est-à-dire, parce que tu évoquais la question des assemblées. Bah, une société qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire une société dans laquelle on est systématiquement, je veux dire, on va au travail, ben on est en décision, en délibération sur comment ça va se passer, comment on va faire. On rentre chez soi, on est en prise et en maîtrise sur ce qui se passe dans son quartier et comment. Or, aujourd'hui, on est quand même dans une société qui, à mains égards, il y a déjà plein de choses qui existent. Hein. Il y a des associations, il y a plein de gens qui se saisissent. Mais il y a quand même je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, un réflexe délégataire assez écrasant dans le fait de dire, il vient d'y avoir les élections municipales. Et moi, je trouve ça assez frappant, la façon dont il y a plein de gens qui disent, bon, moi, je veux juste un maire, un maire de droite qui fait que je veux que la ville soit propre, et puis après, le reste, et quelqu'un qui tient bien la ville, comme si, finalement, tout ce qu'on avait été à décider, c'est décider qui va décider à notre place pendant suffisamment longtemps pour qu'on n'ait pas à s'en soucier. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a là Oui, non, mais je suis un d'accord, sacré mais mon souci souci, c'est qu'il n'y a pas que le capitalisme et la droite qui sont sur ce trip-là. C'est ça le point qui, pour moi, est décisif. Hein. Mon souci, c'est de faire bouger la culture militante communiste, hein, pour qu'elle passe du socialisme au communisme, d'accord ? Parce qu'hélas, elle est engagée depuis des décennies dans l'impasse socialiste. Hein. Et les travaux de Bernard Vasseur actuellement, hein, ce serait bien que tu fasses un podcast avec lui, montre bien hein, l'invention de toute pièce, hein, au départ par la social-démocratie allemande, ça, on est à la fin du 19e siècle, puis par le stalinisme, là on est dans les années 30, l'invention de toutes parts d'une étape socialiste référée de façon absolument frauduleuse à Marx. Jamais Marx n'a parlé d'étape socialiste, jamais. Hein. Et Engels va encore dire à la fin des années 1880, mais jamais nous n'aurions écrit un manifeste du Parti socialiste. Donc il y a bien une opposition entre socialisme et communisme. Hein. C'est pas du tout, le socialisme n'est pas une étape vers le communisme. Hein. C'est un obstacle au communisme. Et c'est un obstacle au communisme parce qu'il repose, comme ce que tu disais du capitalisme et de la droite, sur la délégation. J'ai la pratique de mairie communiste avec des maires qui sont maires pendant 30 ans, ça veut dire quoi, ça ? Évidemment que l'absence de délégation, c'est aucun mandat reconductible, par exemple. Aucun, d'accord ? C'est ça, la pratique de l'absence de délégation. C'est de tout autre mode de gouvernement. Nos communes communistes sont dirigées en réalité sur un mode socialiste. C'est toujours par en haut. Des travaux ont très bien montré comment les mairies communistes ont été absolument incapables de susciter, sauf exception, hein, ils ont instrumenté des leaders racisés, mais elles ont été incapables de les susciter comme décideurs. Je pense aux travaux d'Olivier Masclet sur l'échec complet des communes communistes à faire autrement que d'instrumenter des leaders racisés. Bon, je prends cet exemple-là, comme on pourrait en prendre des quantités d'autres. Hein. Encore une fois, c'est toute notre culture militante qu'il faut revoir. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même qu'il y a quand même des germes, tu prends l'exemple du communisme municipal, ou qui est peut-être un communisme, socialisme municipal. C'est du socialisme municipal. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a parfois des pratiques, des germes, parfois très localisés, dans lesquels, il y a des camarades qui arrivent à créer ce... Mais bien sûr, mais tout à fait. Non, mais qu'il y ait quelques communistes au Parti communiste, tant mieux. C'est pas la majorité, mais il y en a quand même, bien sûr. Hein. Et puis qu'il y ait plein de communistes en dehors du Parti communiste, tant mieux aussi. C'est toute cette dynamique-là qu'il s'agit maintenant de rassembler dans une logique partidaire, mais pas partidaire au sens du parti d'avant-garde. Tout ça, c'est de la blague, hein, d'accord ? Enfin, ça a été un échec total au XXe siècle. Stop, arrêtons.
hein, mais d'un parti qui, effectivement, a le souci permanent du niveau macroéconomique, hein, alors que beaucoup de toutes les expérimentations formidables que nous connaissons aujourd'hui sont à l'échelle micro. Donc, un souci permanent du macro, un souci permanent d'articuler ensemble, etc. Ça, c'est le rôle du parti, bien sûr. Hmm. On écrit dans le texte à un moment, moi je suis plutôt d'accord avec cette proposition, l'idée qu'il faudrait avoir un tableau de bord national des luttes et de ce qui se passe dans le pays, en considérant que il y a, enfin, aujourd'hui, pour le Parti communiste, comme pour en fait la plupart des partis, c'est quand même le maître étalon, c'est les résultats électoraux. Et donc là, on vient de parler des municipales. Ah, bah, combien de mairies de plus de tant d'habitants gagnés, perdus, etc. Bon, c'est vrai que c'est très important, les élections. C'est un moment où il y a des millions de gens qui participent, il y a des débats. Bon. Mais voilà, on s'est dit peut-être qu'il faudrait inventer quelque chose, une espèce de tableau de bord en se disant, bon, bah, où en est la conflictualité sociale, territoire par territoire, où en sont les expérimentations associatives, pour se donner d'autres... Parce que pour changer la manière de penser, il faut aussi se donner d'autres critères d'évaluation. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais entendu, je veux dire, dans les débats de parti, ça arrive qu'il y ait des gens qui disent « Oui, mais vous êtes de tel territoire, mais vous avez perdu telle ville ou tel truc. » Mais j'ai jamais entendu que l'efficacité de militants politiques se mesurait à combien il y a de grèves. Alors, on peut dire oui, ça concerne surtout les syndicats, bon, mais pas que. Ou combien il y a d'initiatives, je ne sais pas, de ce qui s'invente aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la sécurité sociale de l'alimentation. Ça commence à se développer dans un certain nombre de villes, ou je ne sais pas, d'autres, les mouvements anti-bassines, etc. Ça ne fait pas partie des critères d'évaluation. Peut-être que ça pourrait l'être pour se dire, est-ce qu'on est efficace dans notre travail en tant que parti communiste ? Bah, mesurons-le à l'état d'effervescence et de politisation de la société. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord, hein, c'est bien ça notre rôle, hein. Alors, cela dit, il ne faut pas non plus être trop pessimiste sur la situation actuelle des camarades dans le parti. J'habite une région où une évaluation de l'efficacité du parti repose sur la capacité de mobilisation pour le maintien de la ligne de chemin de fer contre le tout route, par exemple. Donc là, il y a bien une évaluation qui n'est pas purement combien on a gagné ou perdu de mairie, hein. Donc il y a déjà quand même, hein, des pratiques militantes qui sont articulées à des mobilisations territoriales, par exemple, sur des questions écologiques de base, en finir avec la route au bénéfice du chemin de fer, etc. etc. Mais c'est évident que... Enfin, si avec Bernard Vasseur et avec aussi avec Frédéric Lordon, nous parlons, mais surtout avec Bernard Vasseur, parce que c'est le bouquin le plus récent auquel j'ai contribué, nous parlons d'effervescence communiste, c'est parce que de fait, heureusement d'ailleurs, hein, puisque le parti aujourd'hui, dans son état de rétraction sur des personnes âgées, enfin, etc., n'est plus en mesure de le faire, heureusement qu'il y a du communisme, c'est-à-dire de la prise de pouvoir sur le travail, ou de tentative de prise de pouvoir sur le travail, hein, éviter une autoroute, se battre contre des bassines absolument folles d'un point de vue écologique, et qui reposent sur une agriculture qui est elle-même totalement folle, avec des besoins d'eau inouïs pour nourrir des porcs de façon industrielle, enfin, etc. Tout ça, c'est éminemment communiste, hein, je le dis toujours. Tous ceux qui sont dissidents du travail capitaliste, et tous ceux qui sont décidés à ne travailler que selon leur déontologie, et dont la déontologie, c'est de co-engendrer notre monde avec les autres qu'humains, plutôt que d'être en surplomb vis-à-vis d'eux et de les instrumenter, sont des communistes, évidemment. Je crois que il y avait le journal La Terre, quand il s'était relancé avec Patrick Le Yarrick, qui avait fait un travail là-dessus,
sur voilà, ceux qui essaient de faire autrement, et aussi sur ces ingénieurs agronomes, tu sais, à un moment, qui avaient pris la parole, je crois que c'était des agronomes, hein, en disant... Oui, c'était des gens qui étaient formés à des questions agronomiques et qui, le jour de la remise du diplôme, ont dit on ne fera pas la merde qu'on nous a enseigné, etc. Mais justement, là, on est dans la... Qu'est-ce que c'est qu'un parti communiste, hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces jeunes-là qui refusent? Ils vont aller sur le plateau de Mille Vaches faire des alternatives à la production de l'agrobusiness. Mais ça va rester une activité marginale, hein. Et la marge, si elle dure, elle sert au bout du compte d'alibi pour la mode dominante de production. Si tu fais, je sais pas quoi, moi, de l'énergie alternative dans ton jardin, Areva s'en fout éperdument et même va dire, vous voyez qu'on peut faire autre chose, vous voyez, il y a le choix, enfin, etc. D'accord? Donc, sortir toute cette dissidence communiste de la marginalité, c'est ça le rôle du Parti communiste. Oui, c'est d'essayer de s'appuyer sur l'énergie de ceux qui veulent faire autrement pour peut-être les relier, leur donner un caractère majoritaire. Absolument, c'est ça. Oui, bien sûr. Je voulais aborder un autre sujet qui est un des points importants du texte qu'on a mis en débat. C'est la question stratégique et la question de retrouver une union de la gauche radicale. C'est-à-dire de retrouver des rapports d'alliance entre le Parti communiste, la France insoumise, qui est par ailleurs en ce moment la principale force, la première force de gauche, on va dire, mais aussi entre ce qui se travaille au NPA, à RP, chez un certain nombre d'écologistes, on va dire anticapitalistes ou d'écologistes radicaux. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de prolonger ce que tu dis sur le fait de regrouper tous ceux qui veulent faire autrement. On essaie de poser cette question-là et de dire, du coup, logiquement, il faut le prolonger au plan politique et le prolonger au plan électoral. On voulait ouvrir ce débat qui est pas facile, hein, parce qu'il y a beaucoup d'affects qui sont liés à cette question du rapport avec les insoumis et tout, mais on veut quand même l'ouvrir parce qu'on a fait le constat que c'est un des principaux verrous, un des principaux tabous, un des principaux verrous qui empêche beaucoup de communistes vraiment d'aller de l'avant sur une série de questions politiques. Tu as quand même la caractéristique, dans le cadre de tes travaux, tu t'es amené de fait à échanger avec des gens très différents que ça soit toutes les forces que j'ai citées. Je pense que tu dois avoir quand même des échanges sur le fond avec eux. Du coup, à la lumière de cette expérience-là, est-ce que tu penses que les stratégies, est-ce que ce que les uns et les autres pensent, est-ce que ce que pense un insoumis, un communiste, un mec ou une fille de révolution permanente, est-ce que il y a des points de convergence et est-ce que l'union entre tous ces gens-là est possible et souhaitable? Mais bien sûr, hein. Moi, si je me suis opposé au congrès de 2018, c'est parce que le congrès de 2018, c'est un congrès anti-LFI, anti-front de gauche, hein. Et cette majorité anti-front de gauche, puisque c'était l'expression et la pratique de l'époque, hein, cette majorité anti-front de gauche s'est construite autour de l'aile droite du parti, disons, hein, qui est largement majoritaire, hein, c'est-à-dire union avec les socialistes. Hein, c'est ça le cœur, hein, union avec les socialistes. Pourquoi? Pour garder nos postes dans les mairies, garder nos députés, garder nos sénateurs, garder nos élus. Hein. C'est un parti en rétraction devient un parti d'élus et c'est tout à fait dramatique comme évolution, hein, bien sûr. Et donc là, c'était la majorité. Hein. Voilà. Et puis, l'astuce de cette majorité, c'est d'avoir trouvé, disons, la mouche du coche de gauche, tu vois, ceux qui étaient contre le front de gauche, non pas au nom de l'alliance et dès le premier tour éventuellement avec le Parti socialiste, mais au nom de la faucille et le marteau, d'accord, le retour à Marchais ou je sais pas qui, enfin bref, des invocations d'un passé mythifié du parti qui doit affirmer, drapeau rouge en avant, son identité
et ne pas s'allier avec qui que ce soit. Bon, c'est cette conjugaison de ces deux courants, l'un extrêmement minoritaire, le second, l'autre très majoritaire. Hélas, le premier, qui a fait la majorité de 2018, majorité catastrophique, qui a entraîné l'accompagnement permanent de l'effondrement du parti. Bon, donc, qu'il faille impérativement inscrire notre action politique dans tous les courants politiques de la gauche radicale, on va dire, et d'abord de FI, puisque c'est la gauche radicale, et le signe que c'est la gauche radicale, c'est la façon dont elle est attaquée en permanence par la droite. Ça, c'est un signe absolu. Hein. Le FI aujourd'hui fait l'objet de la même criminalisation que le Parti communiste dans les années 30, 40, 50. Hein. C'est exactement la même criminalisation. Donc, c'est plutôt bon signe pour eux. Ça veut dire qu'ils sont plutôt sur des positions correctes. Et le côté bon chic, bon genre du Parti communiste sur les médias et tout ça, c'est plutôt mauvais signe. Ça, c'est sûr. Hein. Tout ça n'invalide pas du tout ce que je viens de dire au départ. Hein. La bataille, c'est pas contre la direction actuelle. Ça se tromper complètement de cible, d'accord ? La bataille, c'est pour passer au communisme. Alors que toute notre tradition est socialiste. C'est ça la bataille de fond. C'est une bataille positive, d'accord ? C'est pas une bataille contre. Une bataille contre Roussel, c'est un truc qui sert à rien, qui est même, encore une fois, très dangereux, très contre-productif, qu'il faut absolument pas faire. Je ne suis pas, moi, à urgence de communisme, d'accord ? De ce point de vue-là. Hein, ma cible, c'est pas Roussel, du tout. Tout ça est absurde. Hein. La cible, c'est nous. C'est nous. Comment sortir de notre impuissance collective actuelle ? Non pas par un raidissement identitaire, ça c'est 2018, et ça y est maintenant, on sait que depuis 8 ans, c'est un échec. Bon, alors tirons-en les conséquences, d'accord ? Mais au contraire, dans l'ouverture, hein, d'abord dans la reprise du débat intellectuel dans le parti, ça c'est bien sûr, ça on en parlera peut-être, mais dans l'ouverture à toute la gauche radicale. Donc l'ouverture, tu n'as pas cité les anards, mais il faut aussi citer les anards. L'ouverture aux différentes variantes de l'ex-LCR, donc au NPA anticapitaliste, à Révolution permanente, etc., etc. Bon, bien sûr, et l'ouverture à FI, mais c'est évident. Enfin, je sais pas, la question ne se pose pas. Enfin, c'est absurde de persévérer dans l'erreur fondamentale de 2018. Il faut en finir avec cela. Mais le travail à faire vis-à-vis d'eux est le même que vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Comment faire passer toutes nos organisations du socialisme au communisme ? C'est ça le point. Parce que LFI, le NPA et Révolution permanente, c'est des socialistes. Non, il s'agit de passer au communisme. C'est par en bas, par la prise de pouvoir sur le travail. C'est ça, par le changement du travail. Non pas par un meilleur partage de la valeur, par la lutte contre pour une bonne fiscalité, enfin, etc., etc. Non, c'est sûrement pas. Hein. C'est une autre valeur, un autre travail. Qui, de point de vue écologique et anthropologique, sont enfin viables. Pour le moment, le travail tel que le communisme et le socialisme l'organisent, il est inviable. Il nous mène vers la mort collective. Il faut absolument passer à autre chose. Et en s'appuyant, et c'est ce que je développe dans un article que m'a sollicité Cause Commune. Alors, Cause Commune fait un dossier... Cause Commune, donc je sais pas comment dire, la revue théorique du parti, peut-être, on peut dire ça comme ça... fait un dossier sur socialisme, comme si le problème c'était le socialisme. On va nous faire pour le coup du socialisme, hein, pour le prochain congrès, évidemment. Bon, je fais une contribution qui est clairement antisocialiste, d'accord, qui est communiste, mais dans lequel je dis la partie, ce sur quoi nous avons à nous appuyer pour construire cette union communiste. Non pas une union de la gauche, mais enfin, l'union de la gauche, ça n'a été que des désastres. On va arrêter avec l'union de la gauche, d'accord ? Cette union communiste, c'est
c'est s'appuyer sur l'aspiration à bien travailler qu'il y a aujourd'hui et qui est complètement mise en déroute par l'impossibilité de bien travailler. Maintenant, y compris les cadres font l'expérience qu'ils ne peuvent pas bien travailler. Donc, il n'y a plus d'adhésion au travail tel que le capitalisme l'organise. Mais c'est un point extrêmement positif, ça, sur lequel il faut s'appuyer. Il faut le transformer, cette non-adhésion, il faut le transformer en adhésion à autre chose. Et donc, en mobiliser tout ce refus du travail capitaliste en un oui à un travail voué au co-engendrement du monde, je reprends ces termes-là, avec les autres qu'humains, ce qui suppose des apprentissages infinis. Si on veut faire d'une agriculture qui ne soit pas l'agrobusiness qui tue le vivant pour faire du vivant, enfin la monstruosité que nous prépare aussi bien l'agronomie que la FNSEA et la grande distribution, si nous voulons produire du vivant avec les vivants et non pas contre eux, les vivants autres qu'humains, il faut d'infinis apprentissages. Là, c'est formidable. Et je connais maintenant des tas de gens qui s'engagent dans ces apprentissages-là. C'est ceux-là, les communistes, qu'il s'agit d'organiser à l'échelle nationale et internationale, comme tu le signalais bien sûr aussi, pour conquérir le pouvoir. Parce que la conquête du pouvoir, ça reste bien central, bien sûr. Mais à partir d'en bas, pas à partir d'une victoire électorale qui c'est une illusion tant qu'il n'y a pas le mouvement par en bas. Ça, pour le coup, c'est un... alors, je crois que dans un précédent podcast, on avait essayé de le résumer en disant on pense qu'il y a un avenir pour le Parti communiste, mais à gauche de la France insoumise, entre guillemets, on l'avait résumé comme ça, même si c'est un peu... C'est en résumé, parce que la politique, c'est pas juste comme ça un truc qui va de gauche à droite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour le coup, là, ce que tu décris c'est assez fortement en décalage avec la perspective qui est tracée par l'AFI. C'est vrai bien que sûr, mais encore une fois, attends. Par l'AFI, par le NPA, par le Parti communiste. Enfin, nous sommes des partis socialistes, d'accord ? Donc, la LFI... Regarde, par exemple, les propositions de la LFI et du Parti communiste. C'est des propositions absolument cousines, et aussi discutables l'une que l'autre. Donc, moi, je ne fais en aucun cas l'éloge du programme de LFI. Je suis aussi critique vis-à-vis du programme de LFI que vis-à-vis du programme du Parti communiste. C'est des cousins, de toute façon. Mais tu penses que l'union entre ces forces est un facteur qui permettrait quand même de progresser. Mais qu'en gros, dans l'union, ça créerait Il faut absolument renoncer à l'union avec les socialistes et avec les écologistes non anticapitalistes. Ça, c'est ce qui nous fout, c'est ce qui a complètement disqualifié la gauche, comme on dit, depuis les années 80. Donc, il faut en finir. Ça fait quand même 50 ans qu'on déconne. Il faut arrêter de déconner. Bon, ça, c'est clair. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que nous nous tournons vers LFI ou nous nous tournons vers le NPA. Ça veut dire que nous nous engageons dans une bataille communiste qui suppose une mutation complète du Parti communiste, de LFI et du NPA, pour prendre ces trois du NPA, enfin de tout ce qui tourne autour de la Révolution permanente, etc. Donc là je reprends deux exemples que j'allais donner d'absolu cousinage entre le programme du Parti communiste et celui de LFI. La proposition d'un contrat de travail continu de 18 ans à 60 ans. Ce qui, par parenthèse, ne remet pas du tout en cause le fait qu'il faut 42 ans de validation pour pouvoir avoir la retraite. Enfin, nous avons des abandons intellectuels absolument décisifs au parti, bien sûr. Alors, quelle est la proposition du parti ? C'est sécurité, emploi, formation. Quelqu'un qui n'a pas un contrat de travail, il va avoir un contrat de formation et avec le maintien de son salaire. Bien. Proposition du parti de la LFI, État employeur en dernier ressort. Quelqu'un qui a un contrat avec un employeur privé, une collectivité publique va lui en offrir un.
Mais dans les deux cas, nous sommes dans une proposition parfaitement réactionnaire. Alors que nous avons conquis le salaire comme attribut de la personne, à travers la fonction publique. À travers la retraite, on est en train de proposer le salaire comme attribut du contrat. C'est-à-dire quelque chose que nous avons dépassé. Or, pour faire le communisme, c'est-à-dire pour que les travailleurs soient souverains sur leur travail, mais il faut que leur salaire soit un attribut de leur personne. Si leur salaire est un attribut de leur contrat avec l'entreprise ou avec le service public, mais ils vont fermer leur gueule, évidemment. Ils vont pas entrer en conflit avec l'entreprise dans laquelle ils sont. Ils vont se taire. Donc, c'était tout l'échec socialiste est lié à l'entreprise-providence telle qu'on l'a pratiquée en URSS. Enfin, tout ça est absurde. Il faut que les droits économiques des personnes ne dépendent pas du tout de l'entreprise où ils sont. Que ces droits économiques sont des attributs politiques. Qu'on enrichisse la citoyenneté à 18 ans du salaire comme droit politique. Pour que ce salaire, qui est un droit politique, serve, il faut qu'il soit mis au service d'un changement du travail. C'est ça l'enjeu du communisme, c'est changer l'objet même du travail. Pour sortir de l'impasse dans laquelle le socialisme et le capitalisme ont mis le travail. Donc, une impasse qui est à la fois anthropologique et écologique. Elle n'est pas qu'écologique, elle est aussi anthropologique. Une impasse totale où il s'agit de consoler les travailleurs de l'absence de l'essentiel, c'est-à-dire la maîtrise du travail, par une consolation illusoire, la maîtrise de la consommation. L'impression de maîtriser la consommation. Enfin, c'est une impasse anthropologique totale, tout cela. Donc, nous devons évidemment refuser que le salaire dépende du contrat. Mais faire que le salaire soit un attribut politique qui ne dépende pas du contrat. Que par ailleurs, il y ait un service public de la qualification qui accompagne les personnes dans la recherche du contrat avec une entreprise, du contrat avec des fournisseurs et des clients, s'ils sont travailleurs indépendants, pour mettre en œuvre la qualification dont ils sont porteurs à travers leur salaire, bien sûr. La recherche du poste de travail. Mais bien sûr, mais il ne faut pas confondre le droit au contrat, qui est un droit absolument nécessaire, avec un accompagnement par un service public de la qualification, et le droit au salaire. Ils ne doivent pas être liés l'un à l'autre. Le droit au salaire, c'est un droit de la personne qu'il s'agit de rendre comme élément d'enrichissement de la citoyenneté. Tout le monde, à 18 ans, devient titulaire d'un salaire. Ce qui est le cas pour le moment de la moitié, du tiers, des plus de 18 ans. Donc on ne part pas de rien. Encore une fois, le communisme, c'est généraliser, actualiser des déjà là qui ont été conquis. Alors, je termine avec mon deuxième exemple. Mon deuxième exemple, c'est sur le pôle public bancaire, le pôle public de financement de l'investissement, qui, hélas, figure dans le projet de nos révolutions. Nos révolutions aussi, à des côtés socialistes. Et donc, là, on est dans le dispositif de nationaliser les banques et faire un crédit public. Mais le crédit public, il continue à domestiquer les travailleurs. Puisque l'avance monétaire, ce n'est pas eux qui la font. L'avance monétaire, c'est le parti d'avant-garde qui va faire le bon crédit public avec une illusion absolue sur le fait que dès lors qu'un crédit qui était privé devient public, devient meilleur. Pas du tout. Moi, j'ai des tas d'exemples de crédits publics absolument désastreux. Donc, l'enjeu n'est pas de passer du crédit privé au crédit public. Ça, c'est le programme du Parti communiste, c'est le programme de LFI. L'enjeu, c'est d'en finir avec le crédit. L'enjeu, c'est que l'avance monétaire nécessaire à toute production, parce qu'il faut une avance monétaire, ce soit l'avance des salaires. Parce que pour produire, il faut des travailleurs, et pour qu'il y ait des travailleurs, il faut des salaires. Donc la seule avance monétaire nécessaire à la production, c'est l'avance des salaires. Et là, je ne vais pas inventer ça sur la Lune. Je m'appuie sur le déjà là communiste
de la sécurité sociale du soin telle qu'elle se met en place dans les années 60. L'assurance maladie, richement dotée parce qu'il y a une hausse du taux massif du taux de cotisation, avance les salaires des ouvriers, des ingénieurs qui construisent les CHU, avance les salaires des soignants. Bref, finance un investissement énorme, non pas par du crédit, mais par une avance des salaires. Donc ça, c'est ça le communisme, d'accord ? Or, aussi bien LFI que le NPA, que le Parti communiste, que les ANAR sont sur des positions socialistes. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la question du travail et du salaire. On fait une proposition parce qu'on a essayé de faire un texte le plus concret possible, on va dire, en se disant si jamais un texte comme ça a été adopté, au sortir du Congrès, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles dispositions on prend très concrètement ? On évoque l'idée d'une campagne pour une sécurité sociale intégrale. Et on part du constat, c'est ça qui m'a fait penser à ce que tu disais, on part du constat qu'aujourd'hui, effectivement, dans la société dans laquelle on vit, il faut aller travailler pour un patron, ou en tout cas pour un employeur, pour le coup, privé ou public, si on veut avoir le droit de se nourrir, de se chauffer, de se vêtir, etc. Et donc, voilà, on essaie de pousser l'idée d'une campagne de mise en sécurité sociale d'un certain nombre de secteurs de l'économie. Alors, ça peut être à la fois une vision globale et puis ça concerne à la fois des luttes très particulières sur tel ou tel secteur. Ça a été le cas, par exemple, il y a la lutte des intermittents du spectacle, c'est un bout du problème. Et puis bon, on peut prendre en fait n'importe quel bout pour envisager cette question-là. Selon toi, qu'est-ce que ça permettrait une campagne de cette nature si elle était menée par le Parti communiste, par exemple ? Bien, c'est effectivement extrêmement important de considérer comme position à la fois tactique et stratégique, d'accord, pour conquérir du pouvoir sur le travail, que la mise en sécurité sociale de toute la production. Et pas seulement d'ailleurs des secteurs que tu viens d'évoquer, mais toute la production. Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre en sécurité sociale ? C'est ça le point. Et d'un éventuel appel de ma part à faire infléchir le texte tel qu'il existe pour le moment. Spontanément, mettre en sécurité sociale, c'est comme ça que c'est lu, c'est solvabiliser des porteurs de besoins. C'est rendre accessible une consommation. Consommation de soins, et alors c'est comme ça qu'on lit la mise en sécurité sociale des soins, c'est d'avoir rendu accessible la consommation de soins. Et la lecture que vous proposez d'une mise en sécurité sociale d'une série de productions, c'est rendre accessible la nourriture, rendre accessible le vêtement, rendre accessible l'habitat, rendre accessible les transports de proximité, rendre accessible la culture. Évidemment qu'il faut rendre accessible. Ça, je ne conteste pas le projet de rendre accessible. Mais ce qu'il y a de fondamental dans la mise en sécurité sociale des soins dans les années 60, c'est que cette solvabilisation des usagers, cette fait que les usagers aient accès sur un mode non marchand aux soins, ça s'est fait en changeant la production de soins. Donc, mettre en sécurité sociale des productions pour changer leur consommation, c'est changer la production en question. Et changer la production, c'est changer le statut du producteur. Or, votre lecture de la mise en sécurité sociale globale, elle est trop marquée par une optique de consommation. C'est encore une fois la remarque que je fais sur tout le texte. Le travail est insuffisamment présent dans ce texte, mais encore une fois parce que
tout en luttant de façon extrêmement positive, et Dieu sait si j'appuie cette démarche, et si je suis totalement partant pour une bagarre dans le prochain congrès du parti autour des thématiques que vous portez, c'est encore beaucoup trop socialiste, votre affaire. C'est-à-dire que vous ne partez pas de l'en bas de la capacité de producteurs à décider de ce qu'ils produisent. Vous êtes encore trop dans l'idée de rendre accessible à tous une consommation. La Sécu, elle est lue comme ça. J'ai des textes sur pourquoi la Sécu est lue d'abord comme une stabilisation de la consommation. Mais c'est parce que c'est tout à fait cohérent avec la vision qu'a le socialisme et le capitalisme, qu'ont le socialisme et le capitalisme du travailleur. C'est un être de besoin. C'est pas le décideur. C'est un être de besoin qui a droit du pouvoir d'achat. C'est exactement la définition du salaire capitaliste, tel que Marx l'a fait très justement. Le prix de la force de travail, c'est le besoin de pouvoir d'achat du travailleur pour développer les besoins dont il est porteur pour faire telle tâche qui va mettre en valeur du capital. C'est ça, le prix de la force de travail. Dans le socialisme, c'est pareil. C'est un être de besoin. Et qu'on va solvabiliser. On va le sortir de la misère. Mais sortir de la misère, c'est un propos réactionnaire. Quand est-ce je pourrais me faire entendre sur ce point, d'accord ? L'enjeu n'est pas de sortir de la misère. L'enjeu, c'est de poser tout humain comme en capacité de produire, de décider de la production. C'est ça l'enjeu décisif. La misère, le capitalisme adore la misère. Et adore le soutien de la misère, adore la solidarité avec la misère. Arrêtons sur cette thématique-là. La thématique, c'est de faire advenir toute personne dans sa dignité de personne. C'est-à-dire participant à une espèce humaine dont la vocation est de produire le monde dans le co-engendrement avec les autres qu'humains. C'est une perspective inouïe, cela, absolument inouïe. Et donc, la mise en sécurité sociale de l'alimentation, la mise en sécurité sociale du logement, la mise en sécurité sociale du transport, la mise en sécurité sociale de la culture, ça s'appuie d'abord sur la libération des producteurs de l'alimentation, la culture, le logement, le transport, etc., de l'énergie, de, le marché du travail, de deux institutions centrales dans le socialisme et dans le capitalisme, le marché du travail et le crédit comme avance monétaire. Les deux instruments qui nous domestiquent comme travailleurs, c'est le fait qu'avant même de produire la valeur, alors que c'est nous qui la produisons par-dessus le marché, nous sommes endettés et donc redevable vis-à-vis d'un prêteur, et le fait qu'il soit public n'est pas du tout la garantie de notre liberté, pas du tout. Nous en avons un siècle d'expérience. Deuxièmement, c'est que nous sommes à quémander nos ressources à partir d'actes de production validés comme productifs. Et ça vaut dans le socialisme comme dans le capitalisme. Donc, le fait de ne plus avoir à quémander ses ressources, parce que ça devient un droit politique du citoyen de 18 ans à sa mort. Et le fait de ne plus d'être libéré de l'endettement, parce que l'avance monétaire nécessaire à la production, c'est l'avance des salaires, tout simplement, et pas du tout autre chose, et sûrement pas du crédit. Ça, c'est le cœur de la mise en sécurité sociale du soin dans les années 60. C'est ça qui a présidé à la mise en sécurité sociale. Je vous renvoie à tous mes travaux, on ne va pas causer de ça, mais donc... manque dans votre texte cette affaire-là. Le fait que la première proposition que vous faites dans les 5 propositions, ce soit nationaliser les banques, d'accord ? Nationaliser les banques à condition que ce soit pour que les banques avancent les salaires, d'accord ? Et pas du crédit. C'est fondamental. Et puis que ce ne soit pas les banques qui le fassent, que ce soit des assemblées de citoyens. On ne va pas laisser aux banques le soin de décider de tout ça. Fût-elle public, encore une fois, arrêtons nos illusions sur le passage du privé au public. C'est une illusion.
dès lors qu'on s'exprime en termes communistes et non pas en termes socialistes. Donc, la mise en sécurité sociale de toutes les productions, oui, ça doit être, je suis entièrement d'accord, le cœur d'une proposition stratégique. Et je suis entièrement d'accord avec ça, sauf dans la façon dont ça est exprimé dans le projet. Alors, tu as évoqué tout à l'heure la façon dont le parti doit être aux côtés des luttes et dans une situation de synergie, d'encouragement, d'appui. On a essayé pas mal d'évoquer cette question-là d'organisation dans le texte, de proposer peut-être des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire. Qu'est-ce que tu en penses? Et là aussi, est-ce qu'il y a des éléments où tu considères qu'il faudra aller plus loin sur les questions d'organisation? Moi, j'ai beaucoup apprécié ces parties-là du texte, autour du fonctionnement même du parti, à la fois dans l'articulation avec tout le communisme effervescent en dehors du parti, et puis dans la prise de décision dans le parti, etc. Enfin, il y a vraiment des choses tout à fait intéressantes sur lesquelles j'ai peu de choses à dire parce que j'y connais rien. Donc, je vais essayer d'en rester sur l'objet de ma recherche, c'est-à-dire le travail et le salaire. Mais je suis vraiment extrêmement intéressé par cette partie. Je pense que le mode de prise de décision dans le parti, tout son mode de fonctionnement est désuet. Ça, c'est clair. Il y a une verticalité sous couvert de l'horizontalité des votes, mais en fait, tout ça est une illusion. On parlait du réflexe délégataire tout à l'heure. Le réflexe délégataire, il est puissant dans le parti, en fait, etc., etc. Donc, j'approuve totalement, sans être en capacité de dire quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la sociologie des organisations, entre autres, mais je trouve vraiment décisif que ce texte aborde la question du fonctionnement du parti. Non seulement de son rôle vis-à-vis des autres organisations et de tous les mouvements, de toute l'effervescence communiste, mais également en interne. Je pense que là, vous dites des choses extrêmement intéressantes sur lesquelles j'ai peu de choses à dire. Voilà, je ne sais pas s'il y avait... Il y avait une deuxième partie dans ta question. Oui, c'était le deuxième truc, je crois. Non, c'était savoir ce que tu en pensais sur les questions d'organisation. C'est un équilibre. Oui. Et à mon avis, tu me demandais comment faire passer ce texte-là comment se mobiliser autour de ce texte d'ici le Congrès. C'était la deuxième partie de ta question. Oui, c'est ça. Il y a des conditions très... Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre les camarades à rebours. Toute idée, vous êtes tous des cons et on vous propose ce qu'il faut faire. Encore une fois, 1, c'est contre-productif, 2, c'est faux. Les camarades ne sont pas des cons, globalement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les camarades. Ils ont blanchi sous leur année syndicale. Enfin, ils ont perdu des plumes par leur combat, etc. J'ai beaucoup de respect pour les camarades, d'accord? Donc, la question n'est pas du tout... C'est pas ça. C'est de leur proposer quelque chose à laquelle finalement ils aspirent. Parce que, y compris ceux qui sont totalement liés à l'actuelle direction, mais ils savent bien que le parti est en train de décliner, ils savent bien qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas au point sur le mode de fonctionnement interne, ils savent bien qu'en matière de formation, tout va à la dérive, ils le savent tout ça, d'accord? Donc ce qu'il s'agit, c'est pas de se poser en donneur de leçons, c'est d'être en proposant une proposition discutable, de mettre sur la table, comme vous le dites d'ailleurs très justement, non pas un ultimatum ou je ne sais pas quoi, mais quelque chose de parfaitement critiquable pour que justement il y ait débat dans le parti. Mais c'est partir de la profonde intelligence des camarades, de leur profonde aspiration à ce que le parti sorte de sa déshérence actuelle, pour faire une proposition positive qui s'appuie sur leur savoir-faire, qui s'appuie sur leurs valeurs, qui s'appuie sur leur expérience décennale, etc. Et non pas qu'ils la prennent à rebours en donneur de leçons. Oui, c'est l'équilibre qu'on essaie de tenir, qui n'est pas du tout évident parce qu'en fait, il y a beaucoup d'affect dans tout ça. Alors au début,
c'est sûr qu'au début, enfin, notamment la campagne présidentielle qu'a menée Roussel, il y a eu, même moi, j'ai eu comment dire, des réflexes tu vois, de me dire, mais c'est plus possible, etc. Et il y a aussi le fait que il faut pouvoir rendre lisible par rapport aux gens de l'extérieur ou même aux communistes qui suivent pas de très très près tous les débats internes. Et donc c'est vrai que le fait de dire on n'est pas d'accord avec ce que fait Fabien Roussel, c'est un élément identifiant, de compréhension. Mais c'est sûr que ça suffit pas et ça grandit pas le débat non plus. Non seulement ça suffit pas, je pense que c'est mauvais. Hein. Je pense qu'il faut pas le faire. Je pense qu'il faut enlever du texte toute la mise en cause de la direction actuelle, tous les petits mots sur Roussel, etc., etc. Tout ça, ça sert à rien. Il y en a pas beaucoup. Hein. Mais il y en a trop, c'est de trop. Tous ceux qui sont là sont de trop. Moi, j'enlèverais absolument tout ce qui met en cause la direction actuelle ou qui prétend donner des leçons aux camarades. Je m'appuierais sur la profonde intelligence des camarades et sur leur conscience que le parti va à volo. Ils en ont parfaitement conscience. Mais sur le fait que le réflexe identitaire de 2018, c'est la fausse piste. Bon, ça c'est clair. Ça, il faut le dire, ça c'est clair. Accentué encore en 22, ça c'est une fausse piste qu'il faut absolument arrêter. C'est tout ce qu'on a dit, sur notre parti comme partie prenante de toute une effervescence communiste dont il est une part, mais pas la majorité au demeurant, enfin, etc., etc. Assumer tout cela. Donc il s'agit bien de contester le choix de 2018, puisque c'est en 2018 que les choses se passent. Hein. Je pense qu'il faut le contester, mais sur une base positive, d'accord ? Pas des petites phrases sur Roussel, on s'en fout. Tout ça sert à rien. Ok, c'est ce qu'on va essayer de faire avec une base qui a le mérite d'exister et qui permet le débat comme on a eu là. Et je pense que d'ailleurs tes prises de parole vont elles-mêmes susciter le débat, etc. Et donc c'est aussi l'objectif. Et donc, merci du coup d'avoir participé, parce que c'est pas ce débat de congrès, il se situe à un moment qui n'est pas du tout évident, parce qu'il y a plein de choses qui se passent au plan international. On vient de ressortir aussi d'élections municipales, et donc c'est pas toujours la présidentielle en arrière-fond. Enfin, voilà. Oui, non, mais tout ça, bien donc, sûr. C'est vrai que c'est déjà un exploit d'essayer de faire exister un débat politique et stratégique dans ce moment-là. Donc merci du coup d'y contribuer. Merci de votre texte, encore une fois. J'ai fait part de mes réactions au texte sur la base d'une appréciation extrêmement positive. Je pense qu'il faut absolument que ce débat ait lieu, et votre texte en a une base tout à fait intéressante, bien sûr. Et donc merci en tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. On en reçoit un certain nombre aussi sur Internet, etc. Et donc on va essayer de mouliner tout ça pour avancer. On va essayer de parler aussi à tous ceux qui veulent faire autre chose, qui ont des points de vue très différents sur ce qu'il faut faire. Donc, c'est pas toujours facile. Mais voilà, on voudrait essayer de proposer un front le plus uni possible pour essayer de proposer une autre voie, quoi. Donc, c'est pas facile, mais tout l'unité, c'est pas l'unité contre, c'est l'unité pour. C'est ça. Ça, c'est sûr. Vraiment central. Ça, c'est sûr. Et voilà, en tout cas, je sais pas on va aller, je sais pas jusqu'où on va aller, on va voir, mais tout pas nouveau dans cette direction, ça nous fait forcément, ça fait forcément avancer les communistes, à mon avis. Donc merci à toi. Écoute, merci beaucoup de cette proposition de podcast. Donc, je sais même pas comment ça s'écrit. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, à très vite.